D'être là pour cette première conférence de l'après-midi. On est dans l'amphithéâtre Sirius. Vous savez, l'amphithéâtre Sirius est dédié pendant ces 3 jours à des conférences spéciales et des keynotes. On est en l'occurrence ici une keynote présentée par Philippe Plichon de Google. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez avoir la parole pendant 1 heure. Un temps de questions, vous me disiez tout à l'heure également. Le sujet est assez original, en tout cas il est formulé de façon originale. Vous allez nous parler du marketing comme un organisme vivant et de ce constat, comment on travaille avec aujourd'hui. J'adore surpromettre. D'accord. Je fais une petite annonce pour les gens qui souhaiteraient avoir des places assises et qui vont rester dans le fond. Dans 5 minutes, même dans 2 minutes, là, on va fermer la porte là-bas puisque vous êtes tous assis et qu'il n'y a plus de place. En revanche, il reste des places sur la mezzanine. Pour y aller, il faudra aller à l'étage mezzanine 3, ça s'appelle, par l'escalier ou par l'ascenseur. Voilà. Ça, c'était les propos très prosaïques. Je vous laisse la main. Vous avez un beeper avec un pointeur ici pour la petite manette, pour changer les slides. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. C'est aussi vous qui lancez la présentation ? Pardon ? C'est bon. Ah voilà, elle s'est mise. Bien. Alors, il est de bon ton de commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Philippe Plichon, je suis directeur du pôle transactions de Google France. C'est quoi ? C'est un pôle dont la vocation est l'accompagnement sur la transformation digitale de l'ensemble des entreprises, essentiellement sur le retail et le travel. Entreprises essentiellement de grande taille en ce qui me concerne. Et donc, on travaille dans nos équipes avec des spécialistes et des chargés de compte qui sont amenés à travailler très spécifiquement sur des missions liées à différents clients. Dans le cadre de ma mission, je travaille également sur un projet je dirige Conversion Lab, auquel font partie notamment Arnaud et Caroline qui sont ici au premier rang, et qui a vocation à aider à donner une meilleure visibilité du marché autour du domaine des conversions justement. Alors, je me suis présenté, je vais vous demander une petite présentation. Alors, qui dans la salle, juste après le déjeuner, je sais, c'est un petit peu... Qui dans la salle travaille dans le marketing avec, on va dire, des missions e-commerce ponctuelles, mais dont le marketing est le principal métier au sens large ? D'accord, à peu près 25%. Et qui travaille directement, de façon très spécifique, sur le e-commerce ? Ok. C'est à peu près équivalent. Qui est un spécialiste de la conversion ? Toute la journée, on travaille sur l'ergonomie, on augmente les conversions. 2. Bravo, monsieur. Vous voulez monter sur scène ? Ça me fait très plaisir. Qui est statisticien ? 0. Bon. Je pense que ça introduit bien ce dont je vais parler aujourd'hui. Heureusement, j'ai de la chance. La population de la salle correspond à ce que j'avais prévu. Sinon, toute l'introduction était chamboulée. Alors, on va passer 40 minutes à peu près à parler de ce qu'on a pu constater, nous, de notre côté, sur le marché. Ça n'est qu'une vision parmi d'autres, bien entendu. Et comment on pense qu'on peut se mettre en ordre de bataille. C'est des propos assez généraux qui peuvent s'adapter à des pure players, mais également à des multi-channels. Et donc, pour pouvoir décoder tout ça à la fin, on aura à peu près 20 minutes de questions-réponses où évidemment on sera, j'espère, plus précis. Alors le premier constat qu'on fait, c'est qu'on n'a jamais vu, l'année dernière a été une année d'intensification de la compétition à un niveau vraiment très très important. Donc on a vu l'entrée ou l'intensification des attaques de divers concurrents étrangers sur le marché français. Booking.com est devenu incontournable et dans l'univers du voyage et de l'hôtellerie. Amazon, évidemment, ne présente plus. Airbnb commence à prendre des marchés importants également sur le domaine de l'hôtellerie. Zalando a levé 100 millions de dollars et continue sa croissance en Europe de façon très agressive. Azos s'est lancé en France. Ça n'est que quelques exemples, ça c'est que les pure players. De l'autre côté, s'est passé quelque chose au niveau des multichannels qui est intéressant. Pendant des années, les multichannels ont progressé assez fortement et régulièrement, mais surtout sur les produits tech. C'est-à-dire que l'intensité de la préparation online pour achat en magasin justifiait complètement assez tôt, déjà il y a quelques années, des investissements en hommes et en argent, en technologie et en médias sur Internet. Ça, c'était vrai pour Fnac, c'était vrai pour Darty.
Ces derniers temps, on voit une intensification de l'attention que porte notamment la grande distribution à Internet pour une raison simple, c'est que le code de l'alimentaire a commencé à être craqué. Je m'explique. Pendant des années, le problème principal de la grande distribution était de se dire Internet, c'est bien beau, mais fondamentalement, quand je fais 85% de mon chiffre d'affaires sur l'alimentaire, moi, ce que je cherche, c'est avant tout à augmenter, à dynamiser mes ventes sur l'alimentaire. Et puis, quand j'ai le temps, en secondaire, évidemment, j'ai des initiatives Internet intéressantes, mais ça n'est pas le cœur de ma stratégie. Le drive vient bouleverser tout ça. À partir du moment où le drive correspond à un gain réel sur le cœur du business, on a une vision qui change complètement à l'intérieur de l'entreprise et Internet devient stratégique. D'où, on va dire, l'expansion progressive que certains grands distributeurs ont entamé cette année. Donc vous avez forcément vu que Leclerc s'est mis et a lancé plusieurs catégories de produits. Et évidemment, on peut s'attendre à ce que ce raisonnement soit équivalent chez pas mal d'enseignes. Alors ça change la donne et ça intensifie la compétition et ça a des répercussions importantes sur tous les acteurs du e-commerce aujourd'hui. Dans le même temps, il y a une forme de cohérence avec ce qu'on observe en termes de chiffres. Ce qu'on observe en termes de chiffres, c'est que alors que le taux de conversion moyen n'augmente pas et est très stable en France, on observe cependant que chez les acteurs multicanaux, il est en progression en moyenne de 5 points sur une année. Donc, je répète, les acteurs multicanaux améliorent leur performance sur les conversions. Dans le même temps, les pure players le dégradent de 2 points. Donc, alors que l'an dernier, on avait des taux de conversion qui étaient quasiment 3 fois plus importants chez les multicanaux, chez les pure players, pardon, cette année, il est de l'ordre de 2,3 fois. Donc, le gap se rétrécit. Et on peut imaginer, avec une projection de ce type, que d'ici quelques années, on aura, on va dire, refermé le fossé qu'il y avait il y a une époque entre ces fameux pure players et les acteurs multicanaux. Donc là encore, il y a un changement de marché important. Cependant, je suis obligé d'être très franc avec vous. La situation sur la France reste relativement mauvaise en termes de conversion. Il y a un retard en taux de conversion de l'ordre de 60 points par rapport à l'Angleterre. Donc si vous prenez un taux de conversion moyen sur l'Angleterre, vous retirez 60 points à ce taux de conversion, vous avez le taux de conversion français. Ça concerne toutes les industries, tous les types de produits, et ça comprend également les services. Alors forcément, c'est un petit peu caricatural, mais j'y vois, quand je combine ces informations chiffrées pures avec la question que je vous ai posée, et que je la recroise avec les questions que je pose dans toutes les entreprises, c'est assez cohérent. Il y a peu de spécialistes de conversion en France. La science ergonomique est relativement balbutiante. Le marché des agences sur la conversion est certes en début de développement, et il y a des agences très compétentes, Converteo, 55, etc. Mais c'est un marché qui est assez concentré. Donc on n'a pas un environnement autour de la conversion qui est positif. Or, c'est le taux de conversion qui fait qu'on a ou pas une rentabilité correcte et qu'on arrive à se développer. Donc les standards progressent au global, plus d'acteurs ont des taux de conversion corrects, mais au total du marché, malheureusement, on ne rattrape pas ce retard. Le monde devient multi-écran. Ça, c'est 2005, la nomination du pape. Et 2013, même, bon, alors c'est un peu choquant, effectivement, vous avez raison, personne ne regarde le pape François vraiment, tout le monde le regarde à travers son écran. Donc c'est une photo intéressante, mais ça veut dire quelque chose de très net. Tout le monde est complètement passé à un mode différent. Donc le mobile, aujourd'hui, présent chez tout le monde, 2 objets connectés par personne, on va faire un petit test, qui a lui-même 2 objets connectés sur lui aujourd'hui, ou il connectera tout à l'heure. Ne soyez pas timide. Il y a des prix à gagner à la fin. Oui, ça fait moitié. Qu'il y en a 3. Je pense qu'il y a des menteurs. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Enfin, en tout cas, en France, il y en a 2 en moyenne. Et dans 1 heure, un Français, en moyenne, change 27 fois d'écran. Entre sa tablette,
son écran d'ordinateur et son smartphone. 27 changements d'écran par heure. Extrêmement compliqué à gérer pour nous tous. Donc, c'est passionnant le mobile, mais ça génère une complexité très très importante. Donc il y a le online to store, il y a le mobile to store, il y a le showrooming, donc le fait que 25% des personnes qui vont en magasin aujourd'hui avec un smartphone vont à un moment ou à un autre faire soit une comparaison, soit visiter un site concurrent pour effectivement voir comment se passe l'offre. Et puis ce fameux, en bon français, device switch que je viens de vous décrire, avec 27 changements d'interface écran sur une heure. Donc ça génère une complexité très importante, mais néanmoins, c'est là que les Français aujourd'hui se trouvent. Il y a 20% des requêtes aujourd'hui sur le retail notamment qui sont réalisées déjà sur le mobile. Et cette réalité de marché n'est pas encore prise en compte par la plupart des acteurs. Il y a 50% des e-commerçants qui ont un site de e-commerce mobile, et il y en a 30 il y en a 30 qui n'ont même pas de stratégie mobile, ni de ce qu'on appelle un asset mobile, donc ils n'ont pas de communication sur le mobile du tout. 30%, un tiers des sites français de e-commerce qui n'ont même pas ça. Donc on est dans une situation de retard important, et ce n'est pas une situation que d'autres pays ont, hein. C'est une situation spécifiquement française. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Pourtant, c'est un must absolu, donc 67%, 2 tiers des personnes qui sont interrogées disent qu'effectivement, un site optimisé pour le mobile, c'est pour eux une motivation forte pour acheter. À l'opposé, évidemment, s'ils ne trouvent pas un site de qualité, ils quittent directement le site mobile, et ça, c'est plutôt logique, ce n'est pas surprenant. Donc on a une évidence absolue, à la fois si on regarde la part des requêtes sur Google, si on regarde les enquêtes, si on regarde le déclaratif, si on regarde l'usage, et derrière, beaucoup d'entreprises, probablement, il faut bien dire, parce que c'est onéreux de développer des solutions mobiles, en tout cas si on veut se lancer dans de multiples applications. C'est onéreux, c'est compliqué, mais il faut le faire. Et ce constat est vrai dans tous les secteurs, il n'y a pas de différence. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en termes de communication, ce retard, alors évidemment, on n'a pas développé tous les sites comme il le faut, mais en plus de ça, ceux qui sont déjà développés sur le site ont souvent aussi un retard de part d'investissement sur le mobile. Alors, parfois, ils sont convaincus que le mobile joue un grand rôle pour leurs affaires, mais ils sont rarement convaincus que les investissements seront si rentables que sur le desktop, sur l'ordinateur, alors que tout le monde sait que les effets du mobile sont juste différents. Donc, typiquement, ce fameux effet qui est de commencer un achat sur mobile et de le terminer sur l'ordinateur, est assez rarement pris en considération par les départements marketing ou e-commerce pour calculer les investissements sur le mobile. Donc, il y a ce fossé aussi qui s'est creusé cette dernière année sur les investissements médias. Et ce n'est pas une fatalité. On voit en Angleterre, on est à 17% des investissements sur le mobile déjà, sur la totalité du marché. Donc là, je parle de tous les investissements mobiles, que ce soit du search, du display, etc. Et même en Italie, on est devant à 8%. Donc, même sur cet angle-là, on semble avoir un retard, on va dire, systémique, qui est probablement un retard à l'allumage, un retard de rapidité. Hein, on n'est pas suffisamment véloce sur ce sujet non plus. Et puis un autre sujet, c'est que les formats publicitaires évoluent très fortement. Donc les formats publicitaires au sens large, il y a des nouveaux acteurs sur le marché, il y a du remarketing, il y a du RTB. Mais même si on regarde que ce qui se passe sur la publicité sur Google, le moteur de recherche, si on recherche un objet physique, marchand, la plupart du temps, aujourd'hui, il sera davantage et mieux commercialisé si on déclenche ce qu'on appelle des Product Listing Ads. Donc c'est ce que vous voyez sur la droite et qui contiennent des images du produit. Ces publicités sont déclenchées à partir de bases de données produits que chaque annonceur connecte avec Google. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau type de technique qui est en train de se mettre en place, c'est la gestion des flux. Et ce point-là est très important puisque les taux de conversion sur ces publicités-là sont beaucoup plus importants. Alors,
la France, dans ce domaine-là, n'a pas de retard particulier. Le développement de cette publicité-là sur Google, je vous rassure, est tout à fait satisfaisant par rapport aux autres pays. Mais ce que ça veut dire, c'est que là aussi, il y a des implications techniques pour réussir, effectivement, à réussir son marketing digital correctement. On est passé d'un moment où il suffisait d'avoir une expertise en gestion de campagne de mots-clés à un moment où cette expertise ne suffit plus. Il faut la combiner avec un savoir en gestion de bases de données produits avancés. Et ça n'est qu'un début, on va revenir dessus après. Donc, d'une certaine façon, on a plusieurs paradigmes, on a un paradigme qui est en train de se mettre en place, qui est qu'il y a une impossibilité totale aujourd'hui de faire un marketing online correct sans avoir une science avancée de la conversion. Et ça, c'est vrai sur n'importe quel type d'écran. Donc, c'est une science qui doit être développée multi-écran. Il est impossible de ne pas savoir attribuer proprement aujourd'hui les conversions qui sont réalisées. Donc là aussi, c'est multi-écran. Et aucune science de ce type n'est parfaite aujourd'hui. Donc ça implique, ce nouveau paradigme, une prise de risque de chacun dans le cadre de ses fonctions pour réussir à faire le mieux possible. S'entend. Nous, Français, je suis français aussi, nous sommes un peu perfectionnistes. Donc j'ai souvent entendu auprès de mes clients des réflexions du type « oui, mais tant qu'on n'est pas totalement certain de ce calcul, on ne va juste pas changer le calcul qu'on a aujourd'hui ». C'est tout à fait juste, scientifiquement, c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est mieux d'attendre le calcul parfait. Mais il faut qu'il existe le calcul parfait. On n'est pas dans une science parfaite. Donc, il faut réussir à trouver la solution, l'équation, l'attribution qui correspond le mieux à un moment donné aux informations qu'on a pu récupérer. Ça implique qu'à un moment donné, on ne se mette pas derrière l'analyse des données uniquement, mais qu'on prenne un risque en tant qu'individu pour faire une proposition, un risque en tant que manager pour avancer. Ce risque-là, si on ne le prend pas, il n'y a pas grand-chose qui avance. Et c'est vrai sur les conversions aussi, il faut tester beaucoup pour pouvoir améliorer les qualités des sites. Mais avant ça, encore faut-il avoir, on va dire, l'envie de mettre du temps et des ressources sur ce sujet-là. Le deuxième point est intéressant aussi. Plus de statisticiens requis pour faire sens des données. Pour faire sens des données, donc, à partir des campagnes, évidemment, mais évidemment aussi des statisticiens qui pourront travailler sur des bases de données CRM de la même façon et qui pourront améliorer la compréhension de ce qu'il faut proposer aux clients. Les statisticiens, c'est un sujet intéressant. Donc, en France, il y a en 2012, vous connaissez l'école qui s'appelle l'ENSAE, j'imagine. Le salaire moyen des statisticiens est pas mal plus élevé que le salaire des ingénieurs moyens. Il est de 52 000 € aujourd'hui. Il était en augmentation de 16% l'an dernier. Donc il y a une inflation en France qui est, on va dire, raisonnable dans ce domaine. Mais quand on compare aux salaires aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on a des niveaux d'embauche qui sont plus importants quantitativement. Et on a aussi des salaires de départ qui sont beaucoup plus importants. Donc les salaires de départ aux États-Unis pour des statisticiens qui sortent de leurs études peuvent avoisiner, dans certains cas, les 130 000 $. Donc on est sur des marchés qui, eux, ont compris depuis un petit moment et qui investissent lourdement. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que les entreprises de e-commerce aux États-Unis et les entreprises de e-commerce dans le monde entier, aujourd'hui, investissent assez lourdement dans ces équipes de statisticiens. Ils ont compris que c'était une donnée critique pour qu'ils puissent améliorer leurs prestations et leurs performances. Et comme on le voyait dans la salle, mais de façon générale, en France, les investissements en statisticiens sont beaucoup, beaucoup plus modestes, quelles que soient les entreprises considérées. Troisième point, les investissements tech. Donc les investissements tech, plusieurs cabinets d'études ont considéré qu'un directeur marketing aurait d'ici 5 ans aux États-Unis un budget technique de développement technologique qui serait à peu près au même niveau que le département IT. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ces proportions-là. Mais c'est là-dessus qu'on va. Pourquoi ? Parce qu'avec le multi-écran, avec le besoin de statistiques, les traitements de données, avec la puissance de calcul qu'il faut pour pouvoir servir les consommateurs dans le monde entier, avec tous ces devices, on est forcément obligé d'investir assez lourdement dans la technologie. Et si là, je parle de façon un petit peu globale,
On le sent tous, chacun selon notre taille, que les investissements en techno sont absolument essentiels à réaliser assez tôt pour ne pas freiner la croissance. Le dernier point, c'est un besoin accru d'automatisation. Là, on va revenir dessus juste après. Sur la conversion. Donc, sur la conversion, on a aujourd'hui une situation dans laquelle, comme je vous l'expliquais, on a un décalage fort. Donc, je ne crois pas mentir lorsque je dis que je ne crois pas avoir rencontré un seul client anglo-saxon qui n'avait pas une équipe dédiée à la conversion et à l'ergonomie. Ça veut dire de une personne à parfois 5, 10, 15, évidemment dans le cas d'Amazon, je ne sais pas, mais ça devrait être se compter en plusieurs dizaines évidemment. C'est important, c'est un sujet qui est fastidieux, qui demande des études très méthodiques, qui demande de ne jamais abandonner, qui demande de se renseigner, d'être toujours à l'affût. C'est un métier qui demande un investissement financier également, puisque les spécialistes de conversion sont aujourd'hui très demandés sur le marché. Évidemment, ça n'est pas des profils faciles à acquérir. Mais il y a d'autres façons d'avoir des spécialistes de conversion. On a tous dans nos entreprises des personnes qui sont extrêmement douées en gestion de données, qui sont extrêmement friandes d'analyse et qui peuvent apprendre très vite ce métier, moyennant un bon coaching et quelques formations spécifiques. Donc ça, c'est pour moi le numéro 1. Si j'avais une chose, il n'y a pas longtemps, on a eu une discussion avec notre direction générale Europe sur nos plans français, évidemment, et nous, on répondait, sur la France, ce n'est pas compliqué. Le marché se développera si on arrive à faire passer le message qu'il y a un investissement sur les analyses et l'augmentation, l'amélioration de l'ergonomie des sites qui doit s'accélérer. Et c'est vraiment mon message aujourd'hui. Réfléchissez quand vous revenez dans vos entreprises respectives. Est-ce que vous avez tout en place là-dessus? Et est-ce que vous êtes suffisamment agressif surtout? Le deuxième point, qui est souvent très polémique à l'intérieur des entreprises, surtout dans les entreprises multichannel, c'est l'attribution. Il est doublement polémique. Parfois, il y a des silos qui gèrent à la fois les écrans séparément. Donc, jusqu'à très récemment, il y avait encore pas mal de personnes qui travaillaient sur le mobile, mais ne travaillaient pas sur le site au global. Il y a des entreprises qui fonctionnent encore comme ça. Il y a des entreprises qui ont encore une séparation assez nette entre ce qu'on fait en e-commerce et ce qu'on fait dans les magasins. Et donc cette question de l'attribution, c'est ni plus ni moins qu'une question d'attribution de budget in fine, puisqu'une fois qu'on a bien compris d'où venaient les conversions, évidemment, on est censé en tenir compte dans ces calculs. Et c'est des discussions très franches qu'on doit avoir, des décisions très collégiale qu'on doit réussir à enclencher, et c'est ça la difficulté. Quelque part, cette situation va changer, dans le sens où on a de plus en plus d'outils qui aujourd'hui permettent, alors nous on en propose plusieurs, on a Google Analytics, Google Analytics Premium, il y aura bientôt Google Analytics Universal, qui permettra même de penser à l'attribution en incluant d'autres canaux tels que les magasins à terme, et on pourra de façon très scientifique, très nette, voir d'où viennent les conversions et donc avoir des débats, on va dire, dépassionnés, beaucoup plus constructifs dans les organisations. Cela dit, je rencontre encore régulièrement des entreprises qui n'ont pas ces problèmes-là et qui fonctionnent de façon assez, on va dire, assez optimale. Pas de problème de silo, une bonne cohérence de management, etc. Mais toujours cette question autour de l'attribution, beaucoup de modèles possibles différents, un arbitrage et un choix à faire, et quelque part, une seule solution, si vous hésitez, c'est juste faire plusieurs tests et voir comment ça réagit en termes de business. Mais surtout, surtout, ne restez pas sur le dernier clic. Le dernier clic, c'est quand même ce qui se fait de plus basique et de plus sûr d'un point de vue suivi, certes, mais c'est aussi le moins rationnel scientifiquement. Il faut absolument calculer tous les impacts. Alors, sur cette attribution, le chiffre aujourd'hui, c'est que 46% des entreprises n'ont pas de stratégie d'attribution. 46%, c'est la moitié des entreprises qui n'ont pas de stratégie d'attribution. C'est juste, excusez-moi, scandaleux. Donc la suite, c'est que évidemment, cette attribution, une fois qu'on a fait cette première phase d'analyse, il va falloir passer à la seconde. Et là, oui, il y a la question du mobile.
Le mobile qui est un casse-tête pour toutes les entreprises aujourd'hui. Pourquoi? Tout le monde a compris évidemment que le mobile, c'était important pour le consommateur, mais on est tous assez déçus, moi compris, par les taux de conversion qu'on y trouve aujourd'hui. Certaines entreprises ont une partie importante de leur vente réalisée sur le mobile, donc vous le savez, vente privée, voyage SNCF, Amazon, mais à chaque fois, on peut identifier quelque chose de spécifique dans leur business qui explique que ces conversions explosent sur le mobile. Donc, dans le cas de vente privée, c'est la question de l'urgence. Dans le cas de la SNCF, la question de la mobilité, évidemment. Dans le cas d'Amazon, c'est le un clic et les produits culturels. J'entends parler d'un livre, je peux l'acheter en un clic. Forcément, le mobile, c'est l'outil parfait. On ne craque pas le mobile en faisant la même chose que ce qu'on faisait auparavant en miniature. On doit réinventer un concept en prenant en compte quelque chose qui fonctionne sur le mobile. C'est soit l'aspect local, soit l'urgence, soit la préparation, mais on doit forcément s'adapter et avoir une copie stratégique sur son mobile qui est complètement différente. Ensuite, il faut réussir à attribuer. Ça vaut quoi un appel qui a été déclenché depuis le mobile après une campagne sur mobile? Ça vaut quoi une visite sur l'application, même s'il n'y a pas de vente derrière? Ça vaut quoi un renseignement par rapport à un magasin? Je suis sur mon mobile, je me balade dans la rue, je cherche un Darty. Qu'est-ce que ça vaut exactement? Le site mobile, la simple visite sur le site mobile, si je le lis à mes affaires au sens large, que je fais des questionnaires en magasin et que j'arrive à faire le lien, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent dans mon magasin après avoir visité le site mobile. Comment je réattribue cette valeur? In fine, parfois on parle d'une valeur additionnelle, donc un investissement additionnel sur le mobile. Parfois on parle d'une réattribution, mais dans tous les cas, quasiment toujours, la valeur réelle du mobile est sous-estimée par les entreprises. Donc revoyez ça, réanalysez tout ce que vous pouvez et posez des questions à vos agences, à vos prestataires pour vous aider à calculer. Vous avez besoin de savoir ce que ça crée comme valeur pour vous. On a un outil qui s'appelle Full Value of Mobile, parce que nous parlons un bon français chez nous. Donc la valeur complète du mobile, j'ai mis le lien là juste en dessous, fvm.withgoogle.com. Et c'est un outil qui vous permet assez rapidement de faire vos calculs et de penser à ces points à valoriser. Donc je vous encourage largement à utiliser cet outil dans vos discussions internes. La data. On a traité ces derniers temps les questions de flux produits avec finalement à peu près les mêmes équipes dans les entreprises de e-commerce que ce qu'on a fait dans le passé avec le search. C'est un métier différent. Là, on est sur un métier qui se rapproche davantage de l'ingénierie. Donc on est sur un métier un peu moins marketing et plus ingénieur. D'ailleurs, même chez nous, on a commencé à réorienter les types de recrutement qu'on réalise pour travailler sur les campagnes, sur le search chez Google. On a des équipes qui sont de plus en plus combinées et qui contiennent des ingénieurs pour cette raison. Donc vous avez besoin d'un flux produit qui soit tellement qualitatif, avec des images d'une tellement bonne qualité, que vous arriverez à apparaître quoi qu'il arrive. Rassurez-vous, ça n'est pas que pour Google. Ce flux produit, vous pourrez l'utiliser dans beaucoup d'autres types de publicités. Et la qualité de ce flux vous permettra vraiment de gagner un temps fou et de paramétrer vos campagnes plus facilement. L'autre point à tenir en compte, qui n'est pas aussi, qui est en croissance rapide, peut-être pas autant qu'aux États-Unis aujourd'hui, mais le real-time bidding, donc le RTB, c'est 220 millions de dollars en 2015 prévus et 21% de tous les investissements display. Donc ça, je sais, ça c'est du point de vue de l'offre publicitaire. De votre côté, ça veut tout simplement dire qu'il y a une opportunité aujourd'hui d'apprendre très vite sur ce marché qui est finalement assez complexe. On entend énormément de conférences, d'interventions autour de ce sujet-là. Il est complexe, ce sujet. Il est très sexy sur le papier, puisqu'il permet théoriquement d'abaisser les coûts, puisqu'on achète de façon plus smart, en temps réel, des placements pour faire de la publicité ciblée. Forcément, c'est très séduisant en tant que e-commerçant. Ça prend du temps pour réussir à le faire proprement. C'est très important d'y arriver, mais il faut tester le plus vite possible pour être prêt d'ici 2-3 ans de façon complète. Alors,
quelque part, la façon dont on peut imaginer le marketing, et sans évidemment exclure les aspects créatifs qui seront toujours essentiels dans le marketing, il est évident que même en publicité digitale, un impact d'une publicité digitale qualitative, on le voit même avec les images simples de produits, le graphisme, le son, la publicité digitale dont on n'a pas parlé, qui est la publicité vidéo par exemple, ça restera essentiel. La différence entre aujourd'hui et dans 5 ans, c'est que les entreprises qui auront mis en place une technologie on va dire, pas autonome, mais extrêmement rapide et bien paramétrée, permettra d'organiser le marketing de façon plus efficace et de réorienter et de reventiler les ressources sur des projets plus importants. On aura moins de temps, on n'aura pas besoin d'autant de temps pour gérer le quotidien et les campagnes ongoing autour des ventes, et on pourra dédier des ressources plus importantes sur des sujets qui demandent davantage de créativité. La technologie sera vraiment centrale. Et quelque chose qui va changer évidemment, et qui a déjà commencé à changer, c'est que par rapport à l'aspect mobile, par rapport à l'aspect local, vous allez avoir quelque part un paramétrage à réaliser, et y compris par rapport à des données comme la météo, etc. Vos stocks, l'endroit où se trouvent vos magasins évidemment, et des caractéristiques diverses et variées qui seront ou pas permises selon les législations en vigueur dans les années à venir. La notion de paramétrage sera vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que finalement, construire une campagne et parler marketing, ce sera ne pas avoir oublié le paramètre clé. Aujourd'hui, on n'en est qu'au balbutiement. La plupart des entreprises utilisent quelques paramètres. Certains utilisent le paramètre local, d'autres utilisent le paramètre stock, certains utilisent le paramètre prix en le benchmarkant avec une moyenne. Tout le monde a sa recette. Mais j'ai rencontré peu d'entreprises qui utilisent le paramétrage de façon vraiment scientifique, de façon systématique. C'est vraiment ça qui compte. Donc c'est lancer quelque part une réflexion sur sa capacité à paramétrer tout ce qu'on peut faire en marketing pour gagner justement en productivité, ne pas rater d'opportunités et se déployer sur des sujets qui demandent davantage de créativité. Fondamentalement, on a plusieurs sujets lorsque on parle des équipes. La façon dont on souhaite croître soit en tant que personne dans le monde digital pour réussir dans ce domaine-là, et aussi pour certaines personnes lorsqu'il s'agit de recruter, de faire croître les équipes. Il y a plusieurs thèmes qui reviennent tout le temps. Un thème que je trouve vraiment intéressant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est la capacité à identifier et aborder les problèmes. Une enquête récente, et lors d'une conférence du TED l'année dernière, il y a une personne qui s'appelle Margaret Heffernan qui a expliqué que 85% aujourd'hui, dans toute l'Europe occidentale et des États-Unis, des exécutifs disent clairement ne pas parler des problèmes aussi franchement que ce qu'ils devraient. Ils évaluent que c'est le problème majeur dans leur travail, c'est-à-dire fondamentalement un manque de franchise déclenché par une peur politique ou que sais-je. Ça, dans le monde du web, avec la rapidité d'exécution des entreprises qu'il y a aujourd'hui dans le monde, et qui en plus un univers complètement internationalisé, ça pose un problème majeur, et donc il faut réussir à survaloriser dans les organisations les personnes qui ont ce courage d'à la fois amener les problèmes sur la table, évidemment, tant mieux s'ils ont une solution en tête, mais c'est vraiment pas ça le souci, c'est de réussir à changer un peu le paradigme de management et de dire non, quelqu'un qui a le courage d'expliquer systématiquement qu'il a identifié un problème, technique ou autre, pour aller vite et régler un problème, il doit forcément être mis en avant. Ce n'est pas toujours le cas, et c'est très important. La compréhension technique va être de plus importante, évidemment. Donc, on le sent, ce rythme qui s'accélère. Nous-mêmes, on a ces défis chez Google avec des personnes qui ont été embauchées il y a quelques années, des produits qui deviennent de plus en plus complexes, des solutions qu'il faut maîtriser et qui sont pléthoriques, l'investissement au quotidien sur le training, l'organisation, on va dire, quasiment systématique de cet apprentissage, il est clé et on est loin aussi de faire le compte aujourd'hui là-dessus.
Pour réussir cette compréhension technique, pour apprendre, bon, évidemment, il faut être curieux, c'est une évidence absolue, mais il faut être très humble également, il faut avoir cette humilité qui est plutôt un vrai critère lors des recrutements et de plus en plus. Ce qu'on disait tout à l'heure, cette fameuse capacité à identifier les problèmes, ça va également être couplé à une valorisation du pragmatisme contre le politique. Donc ça, c'est très important également, réussir à faire en sorte que dans tous les feedbacks d'entreprise, on arrive à valoriser systématiquement ce pragmatisme, cette envie de régler un problème et non pas de l'utiliser pour ses propres intérêts. Ce qui amène au dernier sujet, qui est quelque part que de plus en plus, le collaboratif est essentiel. Les sujets auxquels on fait face sont complexes, on ne peut pas les résoudre tout seul. Ça demande une capacité d'interaction avec autrui qui est sans commune mesure avec avant. On pouvait éventuellement travailler en solo avant, là c'était complètement terminé. On ne possède jamais complètement une technologie, c'est impossible d'avancer tout seul. Donc la capacité de se mettre d'accord sur des solutions, de pouvoir les discuter franchement, c'est vraiment ça qui compte. Enfin, et pour terminer, l'international. C'est un thème qui m'est vraiment cher aujourd'hui, parce que quand j'observe la façon dont le marché français bouge, quelque part, ce qu'on voit sur le web, c'est exactement ce qu'on voit sur l'ensemble des industries. J'exclus ici, évidemment, les industries de la défense et autres qui ont leur propre fonctionnement. Mais on est plutôt un pays d'import aujourd'hui. Et les expériences d'export sont assez peu nombreuses. Et les velléités à l'export sont pourtant les seules qui pourront permettre à beaucoup d'entreprises de s'en sortir le mieux possible. Donc l'internationalisation de la force de travail, l'internationalisation des équipes, c'est clé. Ça permet d'accélérer la connaissance technique, notamment lorsqu'on embauche des personnes qui viennent de marchés plus matures. Ça permet d'adresser d'autres marchés plus vite et ça permet de gagner du temps sur les autres sujets qui sont très techniques et de continuer à adresser de nouveaux marchés. J'insiste sur ce point parce que c'est un point sur lequel il semblerait que par rapport au monde anglo-saxon, on a un retard considérable, notamment lié au fait que linguistiquement, ouvrant un site en France, on n'est pas naturellement lié à l'étranger. Il va falloir développer un site en anglais juste après, etc. Et on part d'un marché qui est certes important, mais on n'a quand même que 65 millions d'habitants. Et lorsqu'on parle des États-Unis ou de l'Angleterre, le premier site créé est déjà en anglais, avec un marché qui en e-commerce au UK est 2,5 fois plus important. Donc la base à partir de laquelle on va pouvoir attaquer le marché et la rapidité avec laquelle on va attaquer le marché est plus importante. Donc pour moi, l'international, ça n'est plus l'épaisseur du trait. Ce que je peux voir aujourd'hui et l'intention, on va dire, très louable d'expansion et de développement de beaucoup d'acteurs étrangers, c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui va durer de nombreuses années. La seule façon de le contrer, ce n'est pas uniquement de répondre sur le marché local, c'est uniquement d'avoir une politique agressive d'expansion internationale pour réussir à se développer au mieux. Voilà. Et parce que tout ça, on n'en est qu'au début, je vous propose une petite vidéo autour de Google Glass. Google Glass qu'on commence à réussir à faire essayer à nos clients dans les bureaux de Paris et on découvre des yeux d'enfant en face de nous. Je vous laisse découvrir. J'espère que le son fonctionne. Okay, Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass, hang out with the Flying Club. Google photos of tiger heads. You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. That is awesome. Okay, Glass, record a video.
first exit. Google. Stay delicious in Thai. อร่อย Alroy. Google jellyfish Well, let's see. It's beautiful. Donc, je termine par Google Glass parce que quelque part, c'est un petit peu ça mon message aussi, c'est le marketing organique, donc ce croisement entre l'intelligence humaine et ce qu'il y a de bien dans la machine. Je n'ai pas dit que la machine était en soi bien, mais il est clair qu'avec ces messages de paramétrage, d'amélioration, de gain de temps sur ce qui est créatif, en étant meilleur sur ce qui est, on va dire, automatisable, on aura des gains sur ce marché importants. Et enfin, je vous encourage tous à regarder très attentivement vos opportunités à l'export, parce que c'est aussi là que ça se passera. Voilà, je vous invite à poser quelques questions maintenant. Bonjour. Bonjour. Allez-y tout fort, mademoiselle. Fort. À haute voix, je veux dire. Je vais voir ce qu'il a. Sur combien de temps on effectue les tests pour savoir quel modèle nous D'accord. intéresse. Alors, il y a plusieurs types d'analyse d'attribution. La question est comment on réalise une analyse d'attribution, en combien de temps on fait les tests, et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, et est-ce qu'on doit garder le budget stable, c'est ça? Ok. Alors, il y a une petite remarque préliminaire avant que je réponde, c'est si on considère le mobile, il y a parfois une erreur ou une conception fallacieuse qui est que le mobile vient prendre une partie du trafic qui serait de toute façon du trafic ordinateur. Et notamment, j'ai souvent cette réponse-là de certains de mes clients qui est qu'une requête réalisée sur le mobile, finalement, vient cannibaliser, en termes techniques, la requête sur ordinateur. C'est vrai dans une très faible mesure, mais en général, la tablette et le mobile augmentent le temps passé assez significativement par les Français autour des écrans. Donc ça, c'est un premier point. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que lorsqu'on fait une analyse d'attribution qui concerne tous les outils, à la fois la tablette, le mobile et l'ordinateur, il faut bien concevoir que sur un budget, on n'aura probablement pas intérêt à le garder stable, puisque la réalité est un temps passé accru et un nombre de requêtes qui continue d'augmenter. Donc ça, c'est un premier point. Combien de temps il faut faire une analyse d'attribution? Il faut la faire, alors là, les spécialistes, oui, c'est surtout lié aux conversions. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le temps, c'est le nombre de conversions analysées. Et là, on parle de 1000 conversions. Donc, quelque part, si on a 1000 conversions en 2 jours ou 1000 conversions en 2 mois, ça dépend de la taille du site, mais c'est à peu près ça qu'il faut pour être certain du calcul. Selon notre méthode. Allez, une autre question peut-être? Je pense que si on a refusé du monde à l'entrée de cette salle pour honorer la mémoire des gens qui n'ont pas pu y entrer, il serait digne de poser une question.
Merci, monsieur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais juste pour pousser sur cette analyse d'attribution, quand vous parlez d'analyse d'attribution, vous parlez de l'analyse d'attribution en fonction des différents écrans et des différents points de contact avec le client, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de l'analyse d'attribution en fonction des sources de trafic. Quel est votre point de vue? Sur combien de temps il faut le faire? En général, on parle d'un mois. Est-ce que c'est remis en cause? Enfin, quel est votre avis? Alors, nous, on fait 3 types d'analyse d'attribution différents. Donc, il y en a un qui est par rapport au web et au magasin. Donc, qu'est-ce qu'on doit attribuer des ventes en magasin au trafic venant du web? Donc ça, c'est un premier type d'attribution qu'on appelle online to store. Le deuxième, c'est celui dont j'ai parlé. Le troisième, c'est le online pur dont vous venez de parler là maintenant. Et fondamentalement, on a développé des outils mécaniques sur chaque industrie qui permettent de voir en moyenne sur tous les pays et toutes les industries. Alors, le site web, il s'appelle comment? On va le retrouver. On pourra faire un suivi là-dessus, je vous donnerai. Mais on arrive à voir de façon très spécifique. Par exemple, je veux savoir sur le UK, sur l'industrie du voyage, quel est le type de chemin d'attribution, quelles sont les sources, on va dire, indirectes et les sources directes d'attribution. On arrive à mettre tout ça le long d'une ligne avec des indices d'attribution par industrie et par pays. Donc ça, on arrive à le faire. Donc dedans sont inclus le display, sont inclus toutes les sources marketing online habituelles, évidemment le search, que ce soit générique ou pas, SIM et autres. Et en revanche, on fait aussi des analyses de ce type-là de façon ponctuelle. Et alors là, dans ce cas-là, on met combien de temps? Je te pose la question, je t'avais pas. C'est pareil, oui. Ça dépend du volume, c'est pareil. S'il y a 1 millier de conversions, nous on juge que c'est très fiable. En dessous, on préfère attendre un peu. Merci. Et on ne fait pas d'analyse de conversion pendant les périodes de Noël, en tout cas les derniers jours. En octobre, ça va encore, mais sinon les taux de conversion sont évidemment trop hauts sur les derniers jours. On ne fait pas d'analyse lors des boosts des soldes, puisque c'est absolument non significatif. On n'arrive pas à en conclure quoi que ce soit. Merci. Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je viens au fond, je vais peut-être mettre debout pour moi. Donc, depuis quelques jours, on a dans les statistiques Google Analytics, on a 80% des mots-clés qui sont not provided. Comment, dans ces cas-là, analyser, ça nous enlève une grande capacité d'analyser le retour d'investissement sous le référencement naturel, par exemple, savoir si on a des visites de recherche marque ou recherche concurrentielle. Quelle est la justification de Google pour nous enlever ces données? Je donne le micro à Caroline, notre spécialiste de conversion, qui connaît mieux la réponse. Bonjour. Alors la réponse, je ne sais pas si je la connais, mais en tout cas, je suis autant triste que vous de cette nouvelle. C'est vraiment là, on va dire, des décisions de product manager outre-Atlantique. Donc pour expliquer un not provided, c'est que en fait l'ensemble des requêtes sur le naturel sont passées donc sur un format HTTPS. Donc du coup, on n'a plus l'information du mot-clé tapé. Alors je dis bien en naturel, hein, pas sur le search payant. Et donc, on n'a plus l'information du mot-clé sur le SEO, que ce soit dans Google Analytics ou sur n'importe quel outil de web analyse. Donc, honnêtement, je n'ai pas de réponse, mais j'en suis autant triste que vous en tant que web analyste. Et ça va durer longtemps ou on sait... Vu qu'ils vont dans un sens où, justement, avant, c'était uniquement sur une part, ça ne va pas continuer, a priori. Caroline va les recadrer. On recadre régulièrement nos collègues des US. Bonjour. Ah, excusez-moi, une question devant. Pas parce que je suis devant que je suis prioritaire, mais dans ce sens-là, on comprend un petit peu. Je pense que Google veut inciter les gens à aller sur AdWords pour avoir la traçabilité. Peut-être que c'est l'intention. Moi, j'ai des campagnes ciblées géographiquement avec un objectif de rester on va dire, à 100 km à la ronde autour du point de vente. Donc, je suis vraiment en click to store. Et on a des clics à 200, 300, 400, 500 km. Et il faut un petit peu se bagarrer pour qu'on n'ait pas ces clics qui viennent de l'autre bout de la France. Donc c'est un petit peu compliqué. Dans quelle proportion? Ça a eu été 10%. Et en se bagarrant depuis quelques temps, on est retombé à
4-5%, mais sur des budgets à 200-300 € au jour, ça fait un petit peu de bruit à la fin de l'année, quoi. La campagne localisée est par définition toujours difficile à voir complètement. On a une marge d'erreur sur l'identification des IP et sur la localisation qui n'est pas toujours parfaite. Mais si vous arrivez à 5%, vous faites partie probablement des acteurs qui s'en sortent plutôt bien. Voilà, ça c'est dit. Bonjour. Bonjour, j'avais une question justement sur toujours le Not Provided. Il y a quelques solutions en ce moment qui sont en train de se mettre en place justement pour essayer de pallier à ce manque de données. Il y a des méthodes notamment de reconstitution via des attributs qui permettent de récupérer en fait à partir du positionnement sur la page du lien, les mots-clés qui sont tapés. Est-ce que vous avez une envie de laisser faire ce genre de méthode pour pallier au Not Provided, ou est-ce que ces méthodes sont destinées à essayer de se faire corriger par une mise à jour de Google quelque part? Ça va vous sembler ridicule ce que je veux dire, mais est-ce que vous pouvez répéter la question? Pas de souci. Donc il y a des méthodes pour pallier au Not Provided, pour essayer de repérer des mots-clés. Comme le Not Provided ne nous fournira plus de mots-clés. Maintenant, il y a des données de reconstitution via l'étude du positionnement des liens cliqués sur des pages de recherche, ce qui nous permet, en analysant notre positionnement sur une page, de pouvoir reconstituer les mots-clés qui sont tapés. Est-ce que ces méthodes de contournement, on va dire, sont destinées à être corrigées par Google, c'est-à-dire ne pas pouvoir le faire, ou est-ce que Google laissera faire ces méthodes par la suite? J'ai pas assez d'informations pour répondre à cette question de façon précise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échanger nos coordonnées et puis on vous répondra un petit peu plus tard. Malheureusement, j'ai pas cette réponse. Vous allez devoir reformuler une troisième fois donc. Alors j'ai une question en mezzanine. Je ne vais pas vous lancer le micro parce qu'il fait 1 kilo. Ce que je vous propose, c'est de le dire à haute voix si vous êtes toujours partant. Sinon, un signe de tête et je vous épargne. D'accord, je vous épargne. Une autre question. On finit dans 5 minutes. Profitez-en. Oui. Je vais vous demander de lui passer le micro. Bonjour. Merci. Bonjour, Benoît Vallat, responsable e-commerce à l'aéroport de Nice. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre stratégie au niveau des aéroports? Il y a des choses qui sortent assez récemment, au niveau d'AdWords, notamment le Airport Targeting, donc la possibilité de cibler des annonces au niveau des aéroports, et aussi sur le développement de Google Indoor Maps. Je sais qu'il y a des expérimentations qui sont faites sur des aéroports aux États-Unis ou au UK. Quid de la France là-dessus? Alors aujourd'hui, on est dans une phase de test. On n'est pas dans une phase de monétisation de ce type de solution. Et quand je dis phase de test chez Google, il faut savoir qu'il y a énormément de tests qui se soldent par un arrêt également. On a de nombreux exemples de ça et des changements de stratégie. Vous avez vu notamment le fait qu'on a récemment changé la stratégie sur Wallet, qui était un sujet très important, très chaud il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Donc il y a beaucoup de tests. Ce test-là, aujourd'hui, en toute honnêteté, on ne sait absolument pas ce qu'on va pouvoir en faire. Notamment, il y a la question de la précision, de la localisation dans les aéroports. Et de façon plus large, c'est un sujet de localisation indoor, et pas seulement dans les aéroports, mais également dans les magasins, les lieux publics, etc. Et c'est un sujet éminemment complexe, puisque en plus de la technologie qu'il faut ou pas développer seul ou pas pour réussir à améliorer cette localisation, il y a la question législative qui varie d'un pays à l'autre sur les limites
liées à cette navigation indoor. Donc aujourd'hui, on est vraiment encore dans une phase de test. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a une stratégie sur ce moteur de recherche qui est d'avoir des réponses de plus en plus pertinentes verticalement et que ça inclut des croissances sur des formats de ce type-là. Donc vous avez vu également dans l'environnement du voyage les initiatives Flight Search ou Hotel Finder qui sont des initiatives pour être plus pertinents sur un domaine précis. Voilà. Merci. Une dernière question. Philippe, est-ce que vous restez disponible? On va passer à la prochaine conférence. Est-ce que vous restez disponible pour ceux qui auraient des questions à vous poser? Bien sûr, je suis là quelques minutes encore. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce que...